Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum gourmand. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est quoi? C'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Mais ça va et toi? Bah écoute, on enregistre cet épisode pour la Saint-Valentin et on la passe tous les deux, donc effectivement je suis heureux. Incroyable. On se retrouve. Et en plus, je suis sorti franchement du film dont on va parler dans la critique de la semaine mardi prochain et je suis hypé, vraiment hypé quoi d'en parler. Ouais, il est incroyable. Ouais. Voilà. On comprend très bien pourquoi ils l'ont sorti pour la Saint-Valentin, effectivement. C'est ça. Vous aurez sûrement deviné de quel film on parle, évidemment. On va partir sur l'actu et donc on avait parlé dans le dernier épisode qu'il allait y avoir beaucoup de trailers parce que notamment il y avait le Super Bowl qui arrivait. Donc qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl, Al? Et bah on a eu 2-3 nouveaux trailers, mais après de nouveaux trailers de films dont on n'avait pas de trailer parce que sinon on en a eu plein de teasers, de trailers, de trucs. Sinon, c'est les Chiefs qui ont gagné le Super Bowl. Oui, Okay, on s'en fout. Ouais, bon, bravo moi, à je eux. suis pas. J'ai juste vu ça. J'ai fait ouais, c'est eux qui ont gagné. C'était Taylor Swift qui a gagné du coup. Et bah on a eu des trailers et on a eu le plus gros trailer, le trailer le plus vu de tous les temps maintenant en 24 heures. Bah c'est un trailer que tout le monde attendait, je pense, de Super Bowl et que Ista tu attendais beaucoup. C'est Deadpool et Wolverine, jamais su dire son nom, et, oui, qui a dévoilé en plus son titre, puisqu'on savait pas quel titre il a fait. Il a fait 365 millions de vues en 24 heures et il a battu Spider-Man No Way Home, qui avait atteint 355 millions de vues, toutes plateformes cumulées. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer, Ista? Ah, le trailer, moi je le trouve plutôt cool. En plus là c'est un teaser donc on voit pas grand chose, c'est plus des promesses. Mais ouais, je trouve qu'il y a le perso il a du flow et tout quand on voit des scènes d'action à la fin. Le côté où on va dans la TVA, on retrouve un peu l'univers de Loki, c'est sympa. Ouais, je suis chaud quoi pour l'instant. Je suis pas hypé de fou, mais j'ai envie de le voir. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah, du coup, ça confirmait des rumeurs qu'on avait entendues comme quoi, la TVA serait impliquée. Oui, effectivement, voilà, ils font venir Deadpool pour régler un problème. Et je crois qu'il y a un acteur de succession, je crois que t'aimes bien. Oui, Mathieu McFadden, voilà. Ouais, je crois qu'elle est dure à dire. Et du coup, on voit Deadpool. Bon, bah, voilà, c'est Deadpool qui débarque dans le MCU. Moi, j'ai pas détesté. En vrai, bah voilà, on retrouve Deadpool et son humour. Après, on voit pas grand chose, c'est vraiment juste pour t'annoncer qu'il débarque, quoi. On voit pas Logan, par exemple, c'est aussi bizarre de regarder les mystères alors que alors que oui, on a eu la photo officielle. On a la photo et tout, enfin voilà. Ils ont fait une petite affiche avec un bracelet, tu sais, les bracelets de friendship, d'amitié, là. Ouais. T'as vu que c'est, comment elle s'appelle? C'est l'actrice dans Green Lantern. Blake Lively. Blake Lively avait le bracelet, en vrai. Là-bas. Bah d'accord, la femme de Deadpool avait le bracelet de friendship bah après voilà, elle fait des blagues aussi comme lui sur internet et tout. Après niveau réel, bon moi j'ai pas vu grand chose qui m'a titillé ou quoi pour le coup pour l'instant. Après bon le réalisateur, moi j'ai très peur. J'ai très peur, c'est le Ryan Reynolds guy du cinéma là. Donc voilà, après voilà. Le Hugh Jackman guy, parce qu'il a fait Real Steel aussi. Donc. Oui, c'est vrai qu'il a fait Real Steel, voilà. Et je crois de la nuit au musée, c'était lui ou un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, pas du travail qui m'a plu, mais après voilà, ça m'a fait un peu rire. Pourquoi pas? Écoute, moi ça m'étonne pas qu'il soit le plus vu et tout quoi. Ça m'étonne pas non plus, mais après c'est étonnant qu'il fasse plus que No Way Home quand même, parce que ça c'est. Après je pense que voilà, plus le temps avance, plus les gens sont connectés. Tu sais, il y a de plus en plus de gens qui regardent des trucs, des trailers et tout, ça fait beaucoup plus le buzz. Donc ça m'étonne pas, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé des deux autres trailers dont on n'avait pas de bande-annonce avant? C'était les deux films Universal, il me semble. Ouais. C'est Twisters, donc le remake avec les tornades, et Wicked, l'adaptation de la comédie musicale qui adapte elle-même du Magicien d'Oz.
Écoute, pour ces deux films-là, je t'avoue que pour moi, c'est compliqué. Wicked, j'ai vu quelqu'un qui a dit que ça ressemble à un sketch du SNL, et je suis d'accord sur l'esthétique, ça ressemble à un sketch du SNL. Je trouve pas ça très beau. Je trouve que ça fait un peu fake, un peu comédie, quoi. Moi, bah après, c'est un truc qu'on a... Enfin, tu sais, il est un peu l'esthétique que beaucoup de films ont... Enfin, full fond vert. Je sais pas si ça va être full fond vert ou pas, mais on les voit quand même pas mal. Enfin, sur la bande d'annonce. Après, il y a peut-être un effet fake assumé, tu vois, dans le film, parce que c'est une comédie musicale. Même le magicien d'Oz, peut-être un côté carton, je sais pas. J'ai pré-shot, hein, j'ai vu juste des images et tout, hein. Mais effectivement, moi, ça me donne pas très envie. Et après, voilà, ils ont un peu masqué le côté comédie musicale. On le montre un peu, mais pas trop. Ouais, voilà. Mais ouais, moi, ça m'attire pas de toute façon. Et puis magicien d'Oz, j'ai pas d'affection particulière pour cet univers. Et Twisters, j'ai même pas vu la bande-annonce pour te dire à quel point j'en ai rien à foutre. Alors moi, je l'ai vu. Ouais. Et ouais, non. Ça te... Faire un film avec des tornades, je sais pas, je comprends pas. C'est ok à l'époque. Je peux comprendre à l'époque où c'était la mode des films catastrophes, tout ça. Et moi, j'avais acheté à l'époque une VHS des gens qui chassaient les tornades, tu sais, qui filmaient les tornades de près avec les voitures et tout. Ouais. Ça me fascinait et tout à l'époque. Maintenant, bon, ça me fascine plus du tout, tu vois. Et je trouve que ouais, le film où les gens ils voient les tornades, ils font ah non et tout. Enfin, je sais pas, ça me parle pas du tout, quoi. Je dis, c'est nul, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ouais. Je trouve faire ça en 2024, je comprends pas trop le projet, quoi. Moi non plus, ça m'attire pas du tout. Glenn Powell, encore une fois, il se retrouve dans des trucs. Après, peut-être ça va bien marcher parce que tout ce qu'il fait marche. Donc. Il y a David Corenswet dans Twisters. Bon, bah écoute, il est pas encore connu, il peut encore faire des merdes. Hein. Ensuite, on a eu 2 teasers, mais qui sont sortis 2 jours après que le trailer officiel soit sorti. Donc je ne comprends pas cette com. C'est la série qui s'appelle Knuckles, qui est un trailer de 2 jours avant le Super Bowl et un teaser du coup pendant le Super Bowl. Et on a appris que ce serait une série en 6 épisodes et que ce serait sur Paramount Plus et que ça sortirait le 26 avril. Avant le film Sonic 3 qui devrait sortir à la fin de l'année, j'imagine. Moi, je suis un peu hypé. En fait, je suis un peu aussi. Hein. Moi, j'ai un peu, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà, j'aime bien les films Sonic. Alors que c'est nul, hein, on sait que c'est nul, mais moi, je les aime bien. Je sais pas, j'ai un truc avec Sonic, j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir Shadows, et là, je vais regarder la série Knuckles. En espérant que voilà les 6 épisodes soient pas trop longs, soient un truc vite fait sympa. Ça a pas l'air très bien non plus. Franchement, ça a pas l'air, hein. Mais j'ai quand même envie de voir Knuckles, quoi. Ouais, pareil, puis Idris Elba qui reprend son rôle et tout, c'est plutôt cool. Après, ouais, 6 épisodes, ça sera assez court, hein. Donc bon, faut voir, est-ce que ça va mettre en place des trucs pour le 3e film? C'est possible. Bon, je pense pas du tout, je pense que c'est juste un truc dans son coin. Mais on a eu aussi A Quiet Place, donc du coup sans un bruit. Alors qu'on a eu le trailer 2 jours avant le Super Bowl, ils ont fait un teaser du coup au Super Bowl et ça t'a pas mal hypé, toi, je crois, le trailer. Quiet Place, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ah oui, bah oui. Oui. Parce qu'en fait, il était sorti carrément le mercredi, donc plutôt. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Non, je radote. Ah ouais. Donc oui, moi ça m'a plutôt plu et voilà quoi. Ouais, moi, ça m'avait donné plutôt envie. Mais par contre, ça fait que. Bah, on en parlera après, mais Joseph Quinn, il est dans pas mal de trucs là. Et il y a une annonce, du coup, il y a pas longtemps, c'est que Sans un bruit 3, du coup, qui n'est pas Sans un bruit jour 1, et ben, il a été repoussé indéfiniment. Il devait sortir l'année prochaine, en 2025, et là, il a été repoussé indéfiniment, pour le coup. Ouais, c'est étonnant. Je pensais que ça allait se faire, moi, avec John Krasinski, hein, qui a réalisé les 2 premiers. Mais ouais, après, c'est peut-être juste un truc Paramount, tu sais, de taxes. C'est oui. peut-être juste ça. Hein. Mais je pense qu'ils vont le sortir. Hein. Mais non, mais la franchise, elle marche. Hein. Les 2, ils ont bien marché. Donc, et je crois que le 3, le Day One, il va potentiellement bien marcher aussi. Donc. Ouais, c'est après, peut-être ils ont vu un planning trop chargé ou quoi. Et puis ils ont bougé. Ouais, ils vont voir pour prendre une meilleure date, je pense. C'est ça. Ensuite, on a eu plein de nouveaux trailers, mais de trucs qu'on connaissait déjà. On a eu la planète des singes. Je sais pas si tu l'as vu, toi, le trailer, le nouveau. Ouais, il me chauffe pas mal, moi, le trailer. Bah, ouais. Il te chauffe pas mal. Bon, il va falloir que je le voie, mais de toute façon, il faut que je vois le 3e, parce que j'ai toujours pas vu. On a eu Inside Out 2 aussi, qui a eu un nouveau trailer. The Fall Guy, qui a eu un nouveau trailer. Monkey Man, qu'on en avait parlé la semaine dernière, et qui aussi a eu un petit teaser, c'est pas un trailer, mais
un petit teaser. Après, on a eu Kung Fu Panda 4, Mon Moche et Méchant 4, If et Bob Marley qui vient de sortir au moment où vous écoutez cet épisode. Donc des trucs, pas de nouveaux trucs, quoi, pas de trucs qu'a fait l'événement. À part ça, quoi. Mais bon, globalement, t'es contente, toi, des nouveaux trailers. Enfin, en vrai, t'es content juste que Deadpool, en fait, change de c'est ça, c'était ça que j'attendais. Donc, c'est vraiment que ça, en fait. Et il m'a j'ai trouvé plutôt cool le teaser. Donc, ouais. Mais sinon, voilà, c'était Deadpool, la grosse entrée. Sinon, il n'y a pas eu de grosses surprises. L'année dernière, c'était Flash. Ouais, bon. Ça a mal fini. Ça a très mal fini, mais voilà, quoi. Ensuite, en dehors du Super Bowl, on a eu un nouveau teaser trailer, c'est celui de la série Teenage Mutant Ninja Turtles, donc qui est un spin-off du film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles et qui arrive cet été. Tu aimes bien Ista, t'as vu la nouvelle DA, tu peux nous en parler? Ouais, c'est une DA en 2D, en fait c'est pas du tout en 3D comme comme le film. Et ouais, c'est plutôt sympa. Après, ils ont quand même le design des tortues du film et tout. Je sais pas avec quoi je pourrais vraiment le comparer, mais ça avait l'air plutôt cool. Il me semble que ça sort sur Paramount+, si je dis pas de bêtises. Donc, comme Knuckles, quoi. Ça appartient à Paramount, je crois. Ouais, il me semble. Donc, il me semble que ça va être une série Paramount+. Donc, ouais, ça sort cet été. Et ça fera le lien entre le prochain film Teenage Mutant Ninja Turtles, qui fera suite à Mutant Mayhem, quoi. C'est ça, et on regardera ça avec grande intention. Direction la France, mais en fait direction les États-Unis, mais en fait par la France. On a l'acteur de Anatomie d'une chute, du coup Antoine Reynats, qui jouait l'avocat que tout le monde déteste cette année, l'année dernière, et qui a fait une petite, qui nous a appris quelque chose, Ista. Oui, alors il a révélé que donc le film Anatomie d'une chute n'est pas à l'abri d'être franchisé. Il a déclaré il y a des volontés de racheter les droits pour en faire une série. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Point. Ouais, voilà, encore les Américains, je pense qu'ils achèteraient du coup les droits du film pour... moi j'aurais dû faire un remake américain, mais bon, ils vont en faire une série, donc ils vont l'adapter en série, voilà. Donc ça m'étonne pas, tu vois, vraiment... Ouais, mais après, je sais pas, est-ce qu'ils voulaient dire une série de films ou une série, tu vois? Après, en fait, le truc, c'est que je vois pas comment tu peux faire une série sur... franchisé, tu vois. Donc, non, mais je vois pas comment tu peux faire une série de films sur Anatomie d'une chute. Genre, il y a pas de... C'est ça que je comprends pas, c'est genre, tu vas faire quoi, une suite Anatomie d'une chute? Ouais, tu fais... Anatomie d'une... To Anatomy to Fall. Oh, tu vois, non, je pense pas. Je pense qu'ils vont faire des remakes ou l'adapter en série, et donc ça va faire une franchise dans le sens où, tu sais, il y aura une série, un remake, peut-être une pièce de théâtre, qui sait. Alors vraiment, il y a plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait Bob Odenkirk, je crois. Et d'autres, je sais plus c'était qui, mais ils vont faire une lecture, je crois, du film ou un truc, quelque chose comme ça. J'ai lu quelque chose comme ça. Ok, bon, oui. Bon, écoute, on n'a pas du tout hâte. Enfin, moi, j'ai pas du tout hâte de voir ça. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je vois pas trop le projet, là. On a des news de Quentin aussi. Quentin? Mais quel Quentin? Pas le Quentin Dupieux. Et non, pas cette fois. Allez écouter notre dernier épisode sur Dali. Et ouais, c'est Quentin Tarantino, donc son prochain film, The Movie Critic, qui sera son dernier. Et on a appris que Tom Cruise est en pourparlers pour rejoindre le casting. Ouais, c'est un peu un choc parce que Tom Cruise, c'est un mec qui ne travaille plus avec de grands réals depuis genre 20 ans, parce qu'il a toujours sa propre équipe. Maintenant, c'est devenu un peu un cascadeur, voilà, il fait un peu ses films dans son coin, et qui retourne avec des grands réals, parce que Tom Cruise, il a tourné avec énormément de grands réals dans les années 80, 90, 2000. Donc voilà, il a tourné avec Michael Mann, Paul Thomas Anderson, avec Magnolia, il a tourné avec Kubrick, Spielberg. Enfin, il a tourné avec énormément de grands réals à une période de sa vie. Et moi, je pense que c'est un grand acteur, Tom Cruise, hein, même si maintenant il fait plus des trucs à performance vraiment maintenant. Mais le revoir jouer dans un film qui n'est pas où il ne joue pas un cascadeur ou quoi, et qui joue vraiment un vrai personnage, moi ça me hype de fou, surtout dans un film avec Quentin Tarantino. Il a jamais travaillé avec Quentin Tarantino, et moi je le verrais vraiment bien dans un film de Quentin. Ça me rappelle quand ils ont annoncé Leonardo DiCaprio sur Django, où c'était la première fois que Leonardo DiCaprio allait travailler avec Tarantino. Et ouais, Tom Cruise avec Tarantino, ça peut faire un truc assez fou aussi, quoi. Donc ouais, je suis bien chaud aussi. Ensuite, on va au Corée du Sud. On a appris que Bong Joon-ho, donc le réalisateur de Parasite,
pour citer son plus connu. Il est en train d'écrire et de réaliser donc un film d'animation qui parlera des créatures sous-marines, des créatures des océans. Et donc la production va commencer au milieu de 2024 et ce sera le film coréen le plus cher de tous les temps, avec 52 millions de dollars. Ouais, bah Bong Joon-ho qui fait un film d'animation, et bah ce sera la première fois. Ouais. Et enfin de ce que je peux voir de sa filmo. Après, il a peut-être fait d'autres trucs avant, mais je ne vois pas. Et moi, je suis chaud de fou parce que j'aime bien Bong Joon-ho, qui va nous parler des profondeurs, des créatures, des profondeurs sous-marines. C'est un peu ok. Tu fais d'accord. C'est assez spécial. Mais ouais, c'est peut-être un nouveau challenge pour lui de se lancer dans un truc, de sortir un peu d'une une certaine zone de confort aussi, tu vois. Après une certaine zone de confort. Quand même le film coréen d'animation le plus cher jamais produit, donc il va être tranquille, je pense. Mais ouais, moi je le suivrai jusqu'à la fin, Jono, donc je suis hypé. Ouais, mais moi j'ai l'impression que l'animation est de plus en plus en tout cas il y a de plus en plus de réalisateurs qui veulent s'y mettre, j'ai l'impression. Donc on entend de plus en plus de projets, de films d'animation, etc. Il y a un vrai truc, moi je trouve il y a un vrai tournant sur l'animation en ce moment. On l'a vu avec Guillermo del Toro aussi, qui a fait Pinocchio. Animation et cinéma. Voilà, animation et cinéma. Et bah voilà, les réalisateurs, ils ont entendu ça, ils ont dit animation et cinéma. Ok, c'est vrai, il a raison, je vais faire mon film d'animation. En espérant voilà, qu'il ait des bonnes idées, qu'il fasse un bon film. Ensuite, on va partir malheureusement vers les plateformes de streaming qu'on déteste tant. Et bah, on a une nouvelle adaptation en film, Ista, que tu attends. Oui, il y a le film Nicky Larson qui arrive. Donc on était déjà au courant, il avait déjà été annoncé, il y avait déjà eu un visuel. J'avais oublié moi. Mais là c'est ressorti. Et donc le film Nicky Larson sur Netflix, donc ce sera une adaptation, il me semble que c'est une adaptation japonaise. En tout cas l'acteur est japonais. Donc c'est une adaptation en live action. Et donc ça arrive le 25 avril sur Netflix. Et il faut savoir, c'est une adaptation du coup de City Hunter, pas de Nicky Larson. Ouais, mais il s'appelle quand même Nicky Larson chez nous en tout cas. Oui, chez nous il s'appelle Nicky Larson, mais voilà, parce que je sais que ça va trigger des gens qui vont dire attention, City Hunter, c'est pas du tout la même chose que Nicky Larson, parce que Nicky Larson ça a subi la censure, il s'est adapté, c'est pas bien. Voilà, coucou Nero. et du coup, ouais, bah moi après les adaptations japonaises en live action, ouais, bon, sur Netflix, aïe. J'ai pas vu d'image et je veux pas en voir. J'ai pas tenté Yu Yu Hakusho, qui est le dernier qui est sorti dans ce sens-là. Et, ouais. Les retours étaient pas dégueulasses, mais ça avait pas l'air fou non plus, quoi. Après, ça peut peut-être être mieux que celui de Philippe Lachaud. Travis Knight, donc le réalisateur de Kubo, et le directeur du studio Laika, donc Laika qui a fait Kubo et notamment aussi Paranormal, donc est en discussion pour réaliser le film en live action de Master of the Universe, donc les maîtres de l'univers. Donc si vous connaissez pas, c'est Musclor, voilà. Mais je pense que tout le monde a vu les mêmes. Voilà, les fameux mêmes avec la coupe du mec, enfin la coupe horrible et le mec ultra musclé. C'est ça. Donc c'est un dessin animé des années 80 et faut savoir donc il y a une adaptation en un film live action, mais en fait ça a subi un développement où à la base c'était d'abord chez Sony, puis ça a été abandonné, c'est arrivé chez Netflix et il y a pas longtemps Netflix l'a abandonné et là donc ce serait repris par MGM. Et par Amazon, parce que Amazon a racheté MGM en fait. Et donc il serait en train de recruter Travis Knight pour réaliser le film. Et aussi il prendrait ses plus proches collaborateurs avec Chris Butler pour réécrire le scénario, voilà, parce qu'il y a déjà eu des versions faites au niveau scénar. Voilà, Chris Butler qui a travaillé chez Laika sur Kubo et Paranormal. Voilà. Ok, bah écoute, moi j'avais beaucoup aimé Kubo. J'ai des bons souvenirs du film. Après, bon, son Transformers, j'ai un peu moins de bons souvenirs de ce film, je l'aime pas trop. Je sais que tu l'aimes bien, Ista. Ouais, je trouve sympa, moi. Bah écoute, moi je suis chaud, pour le coup, même si moi Masters of the Universe c'est que des mèmes pour moi, j'ai jamais regardé et tout, mais je me dis si c'est un truc second degré, vraiment bien fait, je pense que je peux bien me marrer. Et en plus, c'est un truc hyper coloré, crypto-gay. Oui. Complètement crypto-gay de l'époque, et ça peut me faire très, très rigoler, je pense. Ouais, moi j'aime bien le méchant Skeletor, voilà, c'est un méchant avec une tête de squelette, c'est stylé, quoi. Mais ouais. Il lui en faut peu. Il m'en faut peu. Mais c'est compliqué quand même à adapter, donc j'attends de voir. Il y a déjà eu un film dans les années 80 avec Dolph Lundgren qui jouait le fameux He-Man. Oh là là, tu me vends du rêve, là. Et voilà.
Qui était pas terrible, je crois, mais je l'ai pas vu. Mais Putain, un film des années, une adaptation de manga des années 90 de ce genre-là avec Dolph Lundgren. Ah, c'est qu'un anime? C'est pas un manga, c'est des jouets, c'est Hasbro. Putain, mais moi pourquoi je pensais que c'était japonais? Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas japonais, c'est américain. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était japonais dans ma tête, je sais pas. Peut-être qu'il y avait trop de couleurs. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être je sais pas. Mais après, les dessins animés des années 80 américains, il y avait plein de couleurs aussi. Oui. Enfin, tu sais, les lasers, les trucs comme ça, là. Ça, Transformers, G.I. Joe, oui. Oui, les trucs comme ça. Comment ça s'appelait aussi, là? Le J'ai truc où ils sont dans un lumière. vaisseau. Voilà, merci. Putain, t'as su direct ce que je voulais dire, alors que c'est ça, voilà. Avec, tu sais, les ordis colorés, là. Enfin, Oui. ils s'appuient sur des touches. Enfin, bref. Là, je radote. Mais ouais, moi, ça peut être marrant. Ouais, j'attends de voir, mais je suis très curieux du projet parce que c'est quand même compliqué, je trouve, à adapter, mais parce que ouais, le mec en slip et tout quoi, mais à voir. Ensuite, en parlant de Development Hell, on va parler de Jurassic World. On vous en avait parlé la dernière fois. Ils avaient trouvé un nouveau réal, David Leitch, du coup le réalisateur du premier John Wick, de Deadpool 2, etc., etc. Et bah non. Et bah finalement non, il est parti. Il est parti parce qu'il y avait des différences créatives. Et de ce qu'on sait, ce serait que les producteurs du coup de Jurassic World chercheraient plus un mec là, un petit exécutant quoi, je pense, Ça. et un mec qui veut pas apporter de nouvelles idées et tout. Et David Leitch, voilà, apparemment il avait une vision pour Jurassic World et apparemment il y a pas assez de temps parce que le tournage, je pense qu'il est dans pas longtemps puisque le film sort quand même l'année prochaine, donc va falloir qu'il shoot dans pas trop longtemps. Et voilà, et David Leitch du coup est parti, a été remercié parce que enfin moi cette histoire m'étonne pas quoi. Le mec il a dû proposer des choses, ils ont dû faire oh là lui il a trop de vision, faut le virer, on veut juste un exécutant. Enfin cette franchise de toute façon est une franchise d'exécutants maintenant et il y a aucune nouvelle idée et c'est un peu le reflet d'un Hollywood que je n'aime plus malheureusement. Ouais, complètement. Mais moi ça m'étonne qu'en fait il l'assume complètement quoi. Ils le disent carrément il y a pas assez de temps pour travailler avec des nouvelles idées. Ils le disent texto, voilà, c'est dans les papiers, les articles et tout. Je sais pas, ça donne pas une très bonne image du truc quoi. Je veux dire ça tu le dis pas normalement quoi. Bah ouais, c'est fou, mais ils assument tellement. De toute façon, ils ont fait le milliard 3 fois de suite. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent, j'ai l'impression, tu vois. Enfin bref. Les mecs, ils assument complètement de faire un film studio, sans vision créative, sans rien. De toute façon, ouais, en mode juste, on va faire un film des dinosaures et voilà quoi. De toute façon, enfin, tu sais, ça fait quelques années qu'ils assument quand même les studios d'être vraiment des films de producteurs, vraiment. Oui, des films de studio, ouais. Enfin bref, c'est désolant tout ça. On va parler des cérémonies de récompense, mais c'est ça pas pour parler de qui a reçu quoi, même si on peut dire qu'Anatomie d'une chute a encore reçu plein de prix, voilà. Mais les Oscars vont introduire une nouvelle catégorie, pas pour cette année, pas pour l'année prochaine, mais pour l'année 2026. Ils vont introduire la catégorie Best Casting, donc le meilleur casting, donc casting crew, donc tous les acteurs d'un même film. Voilà, qui vont recevoir ça. Je sais pas pourquoi ils ont cette envie de faire ça. Ça me semble pas être un awards nécessaire, mais bon, quel awards est nécessaire de toute façon. Donc ouais, pourquoi pas. Écoute, si ça va faire compte, ça va plaire à certains acteurs. Voilà, ils vont pouvoir avoir leur récompense parce qu'ils ont pas de récompense meilleur acteur, ils vont être contents. Voilà, super. Oui, voilà, ça leur donnera une petite compensation. Voilà, s'ils gagnent pas meilleur film, bon voilà, ils auront un truc pour le casting. Voilà, ça leur fait plaisir. Allez. Voilà. Bon, on va s'envoyer vers Warner, vers HBO. On a des infos de Coyote versus Acme, Ista. Ouais, alors il s'est passé beaucoup de choses sur Coyote versus Acme. Alors, ce qui s'était passé, c'est que Warner voulait le supprimer. Ensuite, Warner voulait il y avait eu une tollée sur les réseaux sociaux, donc ils ont dit on va le vendre à d'autres studios. Et sur le coup, Warner serait revenu à leur décision première, c'est-à-dire qu'ils pensent à le supprimer. Voilà, parce que Warner Bros voulait entre 75 et 80 millions pour le film, pour l'acquisition du film, qui est d'ailleurs le budget de production du film. Il y a eu des offres de Netflix, Amazon et Paramount, mais elles ont été rejetées parce que elles n'allaient pas aussi haut, quoi. On a appris aussi que David Zaslav n'a jamais vu le film, voilà. Mais ce serait pas encore complètement mort, il y aurait encore une chance. Donc le prix serait de 70 millions, ils auraient baissé un peu, quoi. Maintenant, ils demanderaient 70 millions. Ouais, parce que les autres studios proposaient apparemment entre 30 et 50 millions, ce qui était là, à peu près la moitié de ce que eux ils voulaient. Mais bon, les gars, enfin bref.
Voilà, donc ce serait pas complètement fini pour le moment. La porte n'est pas fermée, donc à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. On va voir, mais la possibilité qu'ils finissent comme Bad Girl est possible, quoi. Ouais, bah là, ça va être terrible, mais ils demandent un prix que les autres studios sont pas prêts à mettre, quoi. Donc voilà, on était heureux parce que, tu sais, moi je me suis dit, il va se faire racheter et tout. Il y avait plein d'offres et Warner, non, ils sont en mode non, 70 millions, on baisse pas. Peut-être ils céderont, ils baisseront, ou alors un studio fera une folie, il achètera 70 millions, mais. Mais j'ai vu qu'après, ça a commencé à parler de peut-être engager des poursuites, tout ça, notamment Phil Lord, je crois, qui a parlé de ça. Ouais. Qui a dit que ce serait marrant si ça finisse au Congrès, je crois, il a dit quelque chose comme ça, il a écrit un tweet de ce genre. Bah écoute, s'il peut les saisir, moi ça me dérange pas. Hein. Donc, parce que ouais, c'est pas trop. Non. Mais après, il paraît que c'est légal quand même ce qu'ils font. Donc, bon, mais en fait, les studios, de toute façon, ils peuvent faire des trucs qui sont moralement horribles, mais tant que c'est légal, de toute façon, ça passe aux États-Unis. Donc, ouais. C'est compliqué, quoi. Mais d'un autre côté, Warner acquiert les droits d'un autre film. C'est le nouveau film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan en tant que producteur et acteur, dont on avait parlé il y a quelques temps. Donc le shooting devrait arriver en avril à la Nouvelle-Orléans, et ce serait du coup un genre de thriller avec des morts vivants, et en gros ce serait potentiellement un film de franchise. Donc il faudrait développer plusieurs films. Et Michael B. Jordan et Ryan Coogler évoquent une influence d'animé, donc c'est des gros fans d'animé les deux, ça s'est senti sur Creed 3. Du coup on a pas mal c'est un peu les nouvelles infos qui sont autour du film, et je pense que c'est le côté franchise qui a attiré Warner. Je pense qu'ils ont fait c'est une franchise, bon on va le prendre, alors ça c'est le potentiel. Est-ce que tu sens le flop arriver, ou tu sens potentiellement une nouvelle franchise plein de succès naissante, toi Ista? Alors pour clarifier un peu, il y a plus de détails que ça. Donc c'est un film de vampire, voilà. Le personnage original c'est sûrement un vampire qui va se battre contre des Morillons, donc si on comprend bien. Le film se passe en 1930, dans la période de 1930 aussi, et ça fait beaucoup penser aux rumeurs qu'il y a sur le pitch de Blade, qui se passerait en 1930 avec un vampire, voilà. Donc en fait c'est Ryan Coogler, ils ont dit Marvel ils n'arrivent pas à faire le Blade, mais on va faire notre Blade à nous, avec B. Jordan. Voilà. Mais oui, je pense aussi que il y a à côté une franchise pour Warner qui doit sûrement chercher des franchises potentielles effectivement à succès, quoi. Et si ça peut marcher, faut voir, quoi. Après Ryan Coogler, il a eu des succès là dernièrement, donc pourquoi pas. Moi ça peut m'intéresser. J'aime bien les vampires, enfin tout ce qui est fantastique comme ça, moi ça me plaît. Donc après je suis un peu curieux, quoi. Ouais, écoute, à voir. On a une autre info d'un nouveau film de David Robert Mitchell, donc celui qui a fait It Follows, Coucou Luke, et qui a fait Under the Silver Lake, et qui va faire un nouveau film pour Warner Bros. Un film de dinosaures. Ouais, c'est fou ça. C'est très bizarre. Et avec Evan McGregor et Anne Hathaway dans les rôles principaux sûrement. C'est assez étrange comme info. Après lui il fait des films étranges de toute façon, donc en fait je vais m'attendre à rien pour son. J'ai pas vu Under the Silver Lake, mais apparemment c'est hyper étrange, mais It Follows ça m'a été un peu spécial. Donc à voir ce que ça va donner pour le coup. Là c'est des dinosaures, je pense que ce sera un film avec plus gros budget quand même que les films qu'il a fait, hein. Oui, je pense aussi, oui. Ouais. Mais après, moi, je trouve ça intéressant qu'on ait une autre proposition avec des dinosaures que Jurassic Park, quoi. Parce que je vois pas pourquoi personne d'autre pourrait faire des films avec des dinosaures, quoi. Oui, après, je pense pas que ça va être un film de jeu comme Jurassic Park, vu le réalisateur, tu vois. Mais moi, je suis chaud parce qu'on n'a pas beaucoup de films de dinosaures. Et si ça peut être un film de dinosaures qui est pas un film catastrophe de dinosaures ou un truc comme ça peut être bien aussi, tu vois. Bah ouais. Donc je suis intrigué. On a des petites infos d'une franchise d'horreur à succès. Ouais, alors c'est Conjuring, donc la franchise qui a commencé avec James Wan, avec le premier Conjuring. Donc là on est au 4e, donc le 4e sera le film final, le dernier film de la franchise Conjuring. Et donc le réalisateur qui est en discussion en tout cas pour le réaliser, c'est Michael Chavez. Il me semble qu'il avait réalisé le 3 déjà, si je ne me trompe pas, c'est ça? Il a réalisé le 3, il a pas réalisé le 2, il a réalisé l'exorcisme de je sais plus quoi. Un truc de la saga Conjuring, voilà, c'est l'exorcisme, le truc qui se passe des années avant et qu'ils ont rattaché comme ils pouvaient à la franchise, quoi. Après moi j'ai pas vu le 3, donc j'ai pas d'avis, mais toi tu l'as vu, toi?
Ah bah le 3 c'est nul. C'est nul à chier. Ouais non, le 3 il est pas bon du tout. Bon, après dans cette franchise, il y a que Conjuring 1 et Conjuring 2 qui sont bien. Donc bon voilà, mais ouais, c'était pas bien du tout et je crois que son autre film là, l'exorcisme de non, c'est La Malédiction d'Adam Blanche, voilà, c'était pas bien du tout apparemment aussi donc Et je viens de regarder, il a réalisé La Nonne 2 aussi. Oh putain, c'était lui la Nonne 2, putain, bah Oui, voilà, oui. bah, lui il a fait que des films de merde, donc ça va être un film de merde, Conjuring 4. Mais c'est annoncé comme étant le dernier film de Conjuring. Donc après bon, est-ce qu'on se taperait pas Annabelle 5, truc comme ça, je pense qu'on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas de Conjuring, ça doit être le dernier et on est bien content que ça se termine cette saga quoi. Ouais, les 2 premiers étaient quand même cool, mais ouais. Conjuring Vert, c'est compliqué les derniers films de ce que j'ai cru comprendre. Non mais en fait c'est pas que les derniers films, c'est depuis en fait il y a Conjuring, enfin tous les films de James Wan, Conjuring 1, Conjuring 2 Ouais, ils voilà. sont bien et après dès le premier Annabelle, c'était nul hein. Ouais, mais ça marche, hein, il y en a pas mal. Ah ouais non mais par contre c'est un film d'horreur qui coûte pas cher, voilà, et ça rapporte beaucoup. Enfin bref, parlons d'un truc plus joyeux, Ista. Ouais, alors on a un nouveau spin-off de Game of Thrones qui arrive, donc sur la qui s'appelle Aegon Conquest, donc la conquête d'Aegon. C'est en production hein, et c'est le scénariste Mattson Tomlin qui va le faire, qui va l'écrire en tout cas. Et donc la série, elle suit la lignée Targaryen quoi, et leur conquête de Westeros, donc ça se passe avant House of the Dragons. C'est ça, ils vont à reculons à chaque fois. À chaque fois ils reculent et oui, bah c'est la conquête d'Aegon dont on parle à chaque fois dans la série. Où avec ses dragons, il a réussi à conquérir le monde de Westeros. Et t'as pas dit, mais le scénariste, il a scénarisé de Batman. Et c'est intéressant de le voir sur une série Game of Thrones, parce que c'est pas vraiment la même chose, mais comme quoi. Après, je sais que le scénario de Batman a été critiqué un peu à l'époque, et oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu, voilà, mais moi, je suis curieux, et en plus, ouais, Aegon, moi, ça donne envie, hein, quand tu sais que le mec, il avait 50 milliards de dragons et tout, et qu'il a conquis oui. tout le Westeros et tout, tu te dis bah ouais, j'ai quand même envie de voir ça, surtout que moi toutes les séries Game of Thrones qu'ils ont sorti ils ont sorti que deux de toute façon, mais bon moi j'achète, donc voilà. De toute façon en vrai on savait qu'ils allaient s'y attaquer à un moment ou à un autre hein, donc de toute façon donc voilà, et moi je suis content. On s'en doutait un peu, ouais, effectivement. Et oui, on va encore voir plus de dragons que The Dragon, c'est possible. Ensuite, on reste encore chez HBO. Alors, ça, on va parler de James Gunn. Voilà. James Gunn, il a encore dit quelque chose, parce qu'on parle de lui toutes les semaines, parce qu'il dit tout le temps quelque chose. Donc il a parlé de la saison 2 de Peacemaker, donc, qui va arriver, et donc il a nommé les personnages qui seront de retour. On attend Peacemaker et Vigilante, mais ça on le savait déjà, mais là il en a donné 3. Donc c'est John, le personnage de John Economos, joué par Steve Agee, Leota Adebayo, joué par Daniel Brooks, et Emilia Harcourt, qui est jouée par Jennifer Holland. Donc les personnages secondaires de la série qui vont revenir, voilà. Ouais, bon, j'ai pas vu la série, mais après ça me paraît cohérent avec la saison 1. On s'en doutait qu'ils revenaient, et puis John Economos et Emilia Harcourt, c'est des personnages qui sont dans la scène post-générique de Shazam 2, voilà. Ok. Et bah c'est fini pour Warner et on va passer à Disney parce que là, alors là les gars, il y a des annonces hein, dans tous les sens de la part de Disney. Mais avant de parler des nouveaux des trucs qu'ils ont annoncés, on va parler de leur bilan de fin d'année à Disney, puisque Disney Plus a perdu 1,3 million d'abonnés dans le dernier quart de l'année 2023. Donc ça montre encore une fois que les subscribers du coup de chez Disney Plus c'est assez fluctuant parce que il y a des quarts où ça augmente et des quarts ça baisse. Donc en fait au final je crois pas que ça augmente tant que ça au final sur une année. Ouais. Mais ils ont perdu moins je crois que le trimestre d'avant. Hein. Je pense qu'au bilan ils ont dû peut-être gagner, tu vois, mais je crois qu'au troisième quart-temps ils avaient gagné. Mais je crois qu'au début de l'année c'était pas très bien passé pour Disney+, il me semble, et ils avaient déjà perdu. Donc c'est pour ça que je dis que ça fluctue. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une réunion de crise et que il y a un changement de plan et tout pour Marvel comme pour les shows Disney+ et tout. Et Iger en a parlé récemment, Ista, et tu veux peut-être en parler. Oui, il a parlé de Marvel Studios, mais aussi, en fait, c'est en général, hein, qui veut se focus sur les grosses franchises. Hein, donc, voilà, on va le voir avec ce qu'on va dire là. Mais voilà. Et sur Marvel Studios, ils réduisent le volume. Et, ils sont vraiment en train de réduire le volume et aller vraiment à l'essentiel, aller vers ce qui marche et faire beaucoup de suites, de choses qui sont adorées par le public. Et
en vrai, ça marche. Donc, je comprends un peu la stratégie, quoi. Bah c'est ça en fait, c'est que bon, vu que ça s'est pas bien passé ces dernières années, on va dire, bah voilà, et que l'ancienne stratégie c'était de produire du contenu. Là ils veulent réduire moins de contenu mais se concentrer sur des choses qui fonctionnent. Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'il y a eu pas mal de nouvelles annonces. Alors, au dernier épisode, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit qu'il y aurait un trailer surprise pour le Super Bowl et qu'on savait pas ce que c'était. Et j'avais dit, il paraît que ce serait peut-être Moana, le live action. Et en fait, non. C'est Moana 2. Moana 2, donc, qui sort cette année, donc en novembre 2024. Et alors, ça avait été annoncé, Moana. En fait, c'était une série télé. Ça s'appelait pas Moana, ça s'appelait Moana, la série télé. Je sais plus exactement, mais voilà, c'était une série pour Disney+. Et en fait, ils l'ont transformé en film. Et donc, ce sera le film d'animation de Disney de l'année. Ce sera Moana 2 qui sortira le 27 novembre 2024. Ouais, bah moi je m'y attendais pas du tout. J'ai toujours pas vu le premier Moana, mais enfin moi je le trouve bien le premier. Ouais, bah je sais que beaucoup de gens l'aiment bien. Apparemment c'est un des bons Disney de ces 10 dernières années. Bah je suis curieux de voir ça parce que moi il y a que Zootopia ces 10 dernières années que j'aime bien du style de Disney. Mais ouais, du coup ils annoncent le 2, donc ça rejoint la stratégie d'Iger d'annoncer suite. Bah, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils transforment une série en un film. Oui. Ah, je sais pas, tu vois ce côté-là. De toute façon après. C'est déjà arrivé. Le retour de Jafar, notamment. Oui, ça m'étonne pas qu'il fasse ça. Après, bon, vaut mieux un film qui est un film qu'une série. Enfin, tu sais, je pense que vaut mieux ça que l'inverse, parce que l'inverse, c'est que le problème, c'est que la série elle dure tellement longtemps que t'en peux plus. T'en as marre. Mais voilà, et puis ils ont annoncé. Alors la flopée de suite, Zootopia 2, il avait été annoncé. Il y a une date de sortie qui a été du coup mise dans le calendrier. Ça sortirait le 26 novembre de l'année prochaine, donc ce serait le Disney de fin d'année de l'année prochaine. Et on a Frozen 3 et Toy Story 5 qui ont été annoncés comme sortis en 2026. Donc aucun projet original pour l'instant pour Disney Studios. Donc ouais, clairement là ils ont abandonné les projets. Après les trois derniers. Les 3 derniers sont des originaux et ouais, ah oui. Pas marché de ouf quoi. Bah soit ils en ont pas fait confiance, soit c'était un échec total et je vais pas revenir sur. Encanto a succès quand même sur le Disney+ et les chansons tout ça. Mais oui, mais ça encore une fois ils l'ont mal marketé aussi. Encanto, ça c'est un gros problème et voilà. Et après bon, par contre Wish c'était nul. C'était juste nul. Ouais, Strange World c'était pas terrible non plus. Hein. Mais pour revenir à Moana, il y a eu des infos sur le Moana live action, donc du coup avec Dwayne Johnson dans le rôle de son personnage qu'il doublait, et qui a révélé qu'ils ont trouvé quelqu'un pour jouer Moana, du coup, et qui ne serait pas l'actrice, celle qui avait doublé Moana dans le film original. Et voilà, il paraît que je crois que c'est ce film-là qui a été delayed, non? Oui, il a été repoussé. Il devait sortir en 2025 et pour l'instant on sait pas quelle date il arrive quoi. Mais il a été repoussé, mais il sera fait. Voilà, il y a une actrice pour le rôle de Moana, il y a Dwayne Johnson et il y a aussi le retour de Lin-Manuel Miranda qui avait fait les chansons sur le film original quoi. C'est ça. Bah lui de toute façon il fait toutes les chansons des derniers Disney de toute façon. Ensuite on a des infos sur Star Wars. On a une petite info Star Wars, Ista. Ouais, donc le fameux film The Mandalorian Gros Goût qui avait été annoncé, ce sera le premier film Star Wars qui sera donc bien au cinéma. Hein. On avait un doute, il me semble qu'on en avait parlé, toi et moi, comme quoi tu disais que ce serait peut-être un film Disney+. Non, mais on l'avait déjà annoncé que ça sortait au cinéma la dernière fois, t'inquiète. Ouais. Et donc le film, il va sortir en 2026. Voilà, donc ça fait... et on sait qu'en 2026, sur le calendrier, il y a 2 Star Wars annoncés, 2 films Star Wars annoncés. Et on ne sait pas, ce serait soit mai, soit décembre. Moi, perso, je parie plutôt sur mai. Et je pense je pense que Rey a quand même plus de potentiel d'être un film de fin d'année de Star Wars, c'est comme d'habitude. En tout cas, ça me paraît être le plus gros truc quand même, tu vois. Donc voilà, moi comme tu l'as dit, je n'y croyais pas, mais effectivement, ils vont vraiment le sortir. Pari risqué pour Disney et on verra. Je pense qu'ils testent, de toute façon. Je pense que là, clairement, c'est un pari et je suis pas sûr du résultat, on verra bien. Mais sinon, tu connais de 20th Century Fox, du coup, qui appartient à Disney évidemment, un nouveau film Predator est annoncé, qui est appelé Badlands, comme nom pour l'instant, avec Dan Trachtenberg, donc celui qui a fait Prey et qui avait fait comment ça s'appelait, 10 Cloverfield Lane, que j'avais beaucoup aimé, j'ai bien aimé Prey aussi, et qui reviendrait comme réalisateur et co-scénariste, et ce serait un film qui se passerait dans le futur.
Voilà. Mais pour autant, Prey 2 a quand même été annoncé, donc la suite de Prey qui est sortie il y a l'année dernière, non, pas l'année dernière, l'année encore d'avant. Non, il y a 2 ans, ouais. En 2022, est quand même annoncé et en chantier, parce que je crois qu'elle a bien marché sur les plateformes, malheureusement, parce que j'aurais aimé le voir au cinéma. Et moi je suis hypé, parce que je trouve que Dan Trachtenberg, il a fait un bon boulot avec Prey, et moi je trouve Predator, c'est une saga qui a été un peu mal exploitée. Moi j'aime pas le 2 par exemple, je trouve pas super. Il y a des gens que je sais qui aiment beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est un peu un nana. Et après, voilà, c'est les autres les autres films qu'on a eu, c'était pas fou, et jusqu'après que je trouve a vraiment ramener le Predator, et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la franchise. Ouais, pareil, après pour moi c'est peut-être mon préféré, je pense, de la franchise, c'est peut-être celui que j'ai préféré. Parce que même le Predator 1, quand je l'avais vu, j'étais au mode ouais, sympa, mais je sais pas. Ah, devant le premier Predator ? Le premier, je sais pas que je l'aime pas, c'est que tu vois, je l'ai vu tard, quoi, et on a peut-être trop fait les caisses, tu vois, autour de moi. Je me disais, hein, comme c'est quand te hype trop. On te dit ça classique et tout, tu le vois, tu dis ah ouais, c'est sympa, mais je sais pas, j'aime bien la bestiole, tu vois, je la trouve cool, le design cool et tout, mais c'est pas au niveau d'un alien pour moi, par exemple, tu vois. Non, mais après tu prends le best du best, et après tu te dis ça vaut pas le coup, mais je trouve que quand même la créature du Predator elle se défend bien quand même. Ah bah oui, la créature, oui, non mais je parle pas de la créature, je parle du film. Du film, ah oui, non. Okay. Ouais. Les deux créatures, je les adore, hein. Les deux créatures. Respecte John McTiernan quand même, parce qu'il a fait je trouve un super film. C'est vrai. Moi j'aime bien le film, voilà. Ouais, non mais j'ai pas dit que je l'aimais pas, hein. Pardon, par contre. Mais je sais. Mais après, c'est peut-être ce que j'ai préféré, en tout cas, dans la franchise. Donc t'as hypé, quoi. Donc je suis bien hypé pour un Prey 2. Je sais pas si c'est... Ça n'a pas été dit si c'est Trachtenberg qui va reprendre pour le 2. Pour Prey 2, non, mais pour Badlands, du coup, oui. Mais ouais, pour Badlands, donc je suis chaud. Prey 2, je suis curieux. On va voir qui vont mettre à la réal. Mais il y aurait le retour de l'actrice, hein, Amber, je sais plus exactement son nom. Mais, oui, c'est le qui a été révélé dans Prey, dans le premier. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, je suis chaud pour les deux projets. En vrai, hein, moi, dès qu'il y a un film Predator, je vais quand même le voir. Parce que la bestiole, je l'adore, hein, je la trouve trop cool. Et voilà. Ensuite, du côté de Disney+, et des séries, on a eu un renouvellement pour une saison 2 de 2 séries. Percy Jackson donc, a été renouvelé pour une saison 2. En fait, il y a eu la Writers' Room qui a déjà commencé pour la saison 2. Donc la salle des scénaristes, hein, ils ont déjà commencé. Et ils auraient même notamment déjà fait quelques scénarios avant la grève de la WGA. Donc bien avant que la saison 2 soit greenlightée, et ils disent qu'ils ne commencent pas à zéro, donc ils ont déjà des choses, notamment c'est Rick Jordan qui en a parlé, voilà, et donc il y aurait plusieurs scripts qui seraient déjà écrits pour la saison 2 de Percy Jackson, donc je pense que la série elle va arriver assez vite. Ouais, après c'est pas une surprise, du coup on savait que la série a bien marché, c'était un secret de Polichinelle. Ouais. Après c'est cool pour les acteurs, ils ont l'air assez contents, et voilà, je pense que tout le monde a été globalement heureux de cette série, de cette saison. Donc voilà, la saison 2 ce sera sûrement la mer des monstres que ça va adapter, du coup le deuxième bouquin. Oui, bah ils l'ont dit, je crois, hein. C'est annoncé officiellement pratiquement par les acteurs et tout. Parce qu'il y a, je sais plus quel peut-être l'acteur de Luke qui a mis on va dans la Sea of the... je sais plus comment c'est, la Sea of the... mais ouais. Sea of Monsters. C'est une saison égale à un livre, quoi. C'est ça. Bah, je pense que c'est ça qu'ils vont pouvoir faire. Et on a une autre série qui a été renouvelée. C'est une série que t'aimes bien, Istin. Oui, que j'avais regardé, effectivement, j'en avais parlé dans le podcast. Donc c'est Goosebumps, donc Chair de poule, qui a été renouvelée pour une saison 2. Alors ça, je suis plus surpris, tu vois. Mais il y a un twist. C'est qu'en fait... Ils annoncent une saison 2, mais là où la première avait un fil rouge avec les mêmes personnages, tout ça, là, ils la transformeraient en une série d'anthologie. Donc ce serait un épisode, une histoire. Comme la série originale Goosebumps, il me semble. Comme la série originale, exactement. Comme celle que je regardais quand j'étais gamin. D'accord, bah ils changent de direction, ils changent un nouveau truc. Bah écoute, pourquoi pas. Après, il faut voir si les gens qui aiment bien vont toujours accrocher à cette histoire. Enfin, ces histoires, du coup. Ensuite, on va finir par l'info Marvel, parce qu'il n'y en a qu'une, et quelle info, quelle surprise. Alors là, enfin, on a le casting des 4 Fantastiques pour la Saint-Valentin. Ils l'ont mis Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Backrack, je sais pas comment dire son nom de famille, je suis désolé, et Joseph Quinn sont les 4 Fantastiques. Enfin,
Enfin, on a l'info. Confirmé, et ouais, on commençait à avoir le. Même s'il y a eu plusieurs noms qui sont sortis toute l'année dernière, là, bon, ce casting-là, Ça fait 6 mois. il bougeait plus trop, quoi. Ouais, ça fait plusieurs mois qu'il bouge plus trop et que, bon, on se dit, c'est eux, quoi. Et effectivement, donc Pedro Pascal, Red Richards, Vanessa Kirby, Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach, La Chose et Joseph Quinn, donc Johnny Storm, la Torche. Ben Grimm, Ebon Moss-Bachrach, voilà, Ben Grimm, La Chose. Et on a d'autres infos, du coup, sur les 4 Fantastiques, puisque une bonne info ne vient jamais soliste. Hein. Je viens d'inventer cette phrase. Alors, le film devrait se passer dans les années 60, en 1963, pour être exact. Et on a des infos aussi sur sa date de sortie, il va switcher sa date de sortie avec Thunderbolt, du coup. Du coup, Thunderbolt va passer au 2 mai 2025. Et les 4 Fantastiques vont passer au 25 juillet 2025, donc à côté de Superman Legacy, c'est ça. Et du coup, voilà. Années 60, ça c'est. Ouais, c'est bah intriguant. là ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont mis un visuel où on voit les 4 acteurs Ouais. sur un espèce de concept art, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il y a une petite affiche et il y a le nouveau logo et ce qui est très très vintage. Et effectivement, moi ça m'a un peu surpris, même s'il y avait les rumeurs des années 1960, etc. D'ailleurs, 1963, c'est pas sûr à 100%, c'est juste qu'en fait, sur le fameux visuel, Ben Grimm lit un magazine et il y a des gens qui ont retrouvé le magazine, la cover du magazine, qui est un magazine qui date de 1963. Mais il y a aussi Pedro Pascal qui a fait un petit post Instagram où il a mis en hashtag All You Need Is Love, la chanson des Beatles qui est sortie en 1967. Donc c'est pour dire. Bon, ce serait dans les années 60 dans tous les cas. Voilà. Et ouais, moi, c'est intéressant. Déjà, c'est une approche différente de ce qu'on a eu. Plus, c'est cool, quoi. Je suis très, très curieux et je pense que ça va être pas mal. C'est vrai qu'on a eu que 1 ou 2 films. Hein. Je pense à Captain Marvel et Captain America qui Et se passaient pas dans notre temps. C'est ça. Et moi, j'aimais bien la vibe du premier Captain. Et aussi, j'ai envie de dire que Matt Shakman, qui fait donc un film qui se passe dans les années 60, ça lui va bien puisqu'il a notamment bossé sur WandaVision, notamment où il y avait du pastiche de vieilles séries, quoi. Voilà. Ouais, bah écoute, du coup, enfin, voilà, tout est annoncé, tout est fait. On va pouvoir arrêter de parler de ces putains de rumeurs toutes les 5 minutes. Bon, ils sont là, ils sont faits. Et voilà, je suis content de clôturer cette chronique de news avec ça, parce que voilà, c'est fini, quoi. C'est bon. Oh là là, bordel. Mais du coup, du coup, est-ce que le film va se passer dans la timeline du MCU qu'on connaît, mais dans les années 60, ou est-ce que le film va être dans une autre timeline, du coup, un autre multivers, mais dans les années 60, mystère et boule Pour moi, il est dans un autre univers. Je pense aussi, parce que je pense qu'on en aurait entendu parler depuis un moment. Bah ouais, ce serait pas logique qu'on ait jamais entendu parler de Fantastic Four. Mais après, ils peuvent te dire, ils peuvent sortir un truc du genre, ils sont apparus dans les années 60, mais tu sais, ils sont passés dans une faille spatio-temporelle ou un truc et ils se retrouvent aujourd'hui. Enfin bref. Oui, ils pourraient, mais ils appellent ça, juste pour la petite info, maintenant Marvel Studios appelle ça la Sacred Timeline, voilà, la timeline sacrée. Donc c'est celle qu'on nous on a vécu, quoi, qu'on a suivi avec les films, tout ça. Ok, bah on va passer à la chronique box-office. Alors il y a Sony Pictures Entertainment qui a fait leur bilan financier là, c'est du Q3, donc troisième trimestre de l'année dernière. Donc Sony Pictures Entertainment, ils ont enregistré des bénéfices de 280 millions de dollars pour le troisième trimestre. Et donc ils ont eu une hausse de 57% par rapport à la même période en 2022. C'est notamment dû à Cross the Spider-Verse, voilà, qui a bien marché. Il y avait eu quoi chez Sony? Napoléon aussi un peu, qui a rapporté 208 millions de dollars. Il y a aussi eu beaucoup sur Crunchyroll, voilà, la plateforme qui passe des animés, où il y a eu plus de 13 millions d'abonnements payants fin décembre. Et il y a aussi Anybody But You, comment c'est, Tout Sauf Toi en français, voilà, qui a bien marché, mais en fait sur l'exercice fiscal là, ils ont eu 31 millions de dollars parce que il est à cheval sur le Q3 et le Q4, quoi. Oui, puisqu'il sortait à la fin de l'année c'est ça. 2023. Donc ça compte pas les bénéfices qu'il a engrangés depuis ce début d'année. Exactement, c'est ça. Donc plutôt un beau succès financier chez Sony Pictures Entertainment pour le Q3 de 2023 par rapport au Q3 de 2022. Donc ils ont fait 50% en plus, quoi. C'est ça, et du coup cette année, ils ont pas mal de sorties.
dont la sortie de ce 14 février, Madame Web, hein, qui est sortie. Ils ont Ghostbusters, Venom 3, Kraven, The Hunter, Bad Boys, ils ont plein de films. Mais je suis pas sûr que ça se passe aussi bien que l'année dernière. Ils auraient 2 autres films à sortir avec Apple, hein, comme Napoléon. Voilà. Ok, bah voilà, ils ont 2 autres films qui vont distribuer, du coup, je pense. Ouais. Et je sais pas si ça se passera aussi bien que l'année dernière, pour le coup. Ouais, je sais pas. On verra bien. De toute façon, on vous en parle mardi prochain avec Madame Web, puisque c'est le premier film de Sony dont on parle de cette année. Et on a des infos aussi sur la grève, puisque la double grève d'Hollywood a un peu impacté le studio, et qu'apparemment ça leur aurait coûté des retards de production à hauteur de 133 millions de dollars. C'est pas tant que ça en vrai. quand ils pensent, ouais. Vu ce qu'ils ont engrangé, pour eux, c'est pas énorme. C'est pas si fou que ça. Donc voilà. D'un autre côté, on a des estimations avant d'attaquer le box-office de la semaine. C'est les estimations pour Dune 2 qui viennent, parce qu'on a les pré-sales, du coup les pré-ventes qui ont ouvert, et aux États-Unis, il est prévu qu'il rapporterait 65 millions de dollars sur le sol américain pour son premier week-end. Donc ce serait des chiffres qui surpasseraient Oppenheimer. Enfin, le premier week, les prédictions pour Oppenheimer du premier week-end. Après, bon voilà, Dune 2, oui, effectivement, c'est pas incroyable, mais faut se rappeler que Dune 2 a coûté 160 millions de dollars, 165, il me semble. Entre 65 et 200 millions, je sais plus. Donc, il coûtait même moins cher que certains blockbusters actuels, et il a fait, en tout cas, le premier, 75% à peu près de son bénéfice à l'étranger. Donc même juste avec ces 65 millions sur le sol américain, faut quand même prendre en compte que énormément des bénéfices qu'il va faire va sûrement être à l'étranger. Donc je pense que c'est parti pour se rembourser au moins le film. Et après, il faut voir sur la durée combien le film est-ce qu'il va se maintenir ou pas. Mais moi, j'ai bon espoir que le film soit le premier gros succès de l'année même, je pense. Je pense que c'est fort possible. En plus, les retours, là, il y a eu des premières déjà. Hein, ils ont déjà montré le film à pas mal de monde. Et il y a eu des premiers avis. Et les retours sont bons, hein, sont très bons. Donc, ouais. Ouais, ça peut marcher, je pense. Possiblement, ça pourrait peut-être faire le milliard, je sais pas. Mais en tout cas, ça fera plus que le premier, je pense, qui est dans les 400 millions. 460, je crois, à peu près. C'est ça, il était sorti au Covid et du coup, il n'avait pas... Voilà, et je pense qu'il est très entendu, en tout cas. On en avait parlé, hein, qu'il avait fait cracher certains sites de vente de billets. Donc, c'est possible qu'il fasse le double, je pense, au moins, du premier. Et voilà, et on va attaquer le box-office de la semaine. On va parler du box-office US ISTA. Alors, le box-office US, il ne bouge pas depuis 2-3 semaines. On n'a qu'une seule nouvelle entrée dans le box-office. Et à la 5e place, on retrouve Migration, du coup, encore une fois, qui ne bouge pas cette semaine et qui a engrangé à peu près 3 millions de recettes et qui se rembourse à peu près de toute façon dans son exploitation, mais ça ne bouge pas. Oui, ensuite quatrième, on a Wonka qui est toujours là, donc qui a fait 3 millions de recettes pour un cumul total de 205 millions de dollars. Voilà, c'est sa 9e semaine, hein, donc fait quand même 3 millions, c'est quand même pas dégueu. Ouais, de toute façon, ce film, il reste encore là, et bien qu'il a, je crois, 125 millions de budget, il s'est déjà remboursé, je crois qu'il approche les 600 millions de dollars, voilà, enfin, il est clairement tranquille. À la 3e place, on retrouve The Beekeeper, qui ne bouge pas non plus, et qui rapporte 3 millions, donc qui a un gros succès de Beekeeper, hein, qui est le premier film de l'année à dépasser les 100 millions. Je crois qu'on n'a toujours pas d'infos sur le budget, mais il m'a l'air quand même bien rodé. En deuxième, on a un nouveau film qui arrive, donc c'est Lisa Frankenstein, qui a fait 3,6 millions, voilà, pour sa première semaine. Donc après, je sais pas, je pense que c'est un film à petit budget, vraiment celui-là. Je sais pas ce qu'ils attendent de ce film, mais je pense que c'est pas si dégueu que ça, 3,6 millions. C'est un petit budget américain, je pense, donc... En début, entrée à un peu moins de 4 millions, 3,6 millions de dollars. Je pense que voilà, le film n'a pas coûté cher. C'est le premier film de la fille de Robin Williams, voilà. Et voilà, ça m'étonne pas qu'il soit à peu près à cette place. Et en numéro 1, on retrouve Argyle qui a fait 6 millions d'entrées du coup cette semaine et qui a perdu 64% par rapport au week-end dernier. C'est pas foufou. Mais encore une fois, on ne connaît pas le vrai budget du film, même si les gens vous disent 200 millions, ce n'est pas 200 millions, c'est Apple qui a dépensé pour les droits de la franchise. Mais voilà, on ne sait pas exactement combien il a coûté. Ensuite, on va passer au box-office français ISTA.
qui, là, pour le coup, a pas mal de nouvelles entrées, puisqu'il y en a 4 nouvelles entrées. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la 5e place? Eh bien, à la 5e place, on a Opération Portugal 2, La vie de château. Voilà, chez Sony Pictures. Et donc, il a fait 106 280 entrées. Donc, c'est 4,3% des parts de marché. Mais apparemment, il y a eu un premier, puisque je n'ai pas au courant, mais c'est le 2. Donc, j'ai oublié le nom de l'acteur. Je vois l'affiche. Oui, c'est un humoriste. J'ai oublié, mais voilà, c'est une comédie française avec encore un code couleur bleue, avec du jaune. Je crois pas que ce soit si fou que ça, mais après, je ne connais pas le budget de ce film-là, pour être tout à fait honnête. Ensuite, on retrouve La Zone d'intérêt qui a perdu 3 places, mais bon, elle a pas tant perdu que ça parce qu'elle a perdu que 45% et qui a fait 130 000 entrées pour un cumul de 369 000 entrées, donc c'est quand même pas mal du tout pour La Zone d'intérêt, qui est un film allemand, qui est le seul film allemand du top 5 cette semaine, enfin, le seul film qui n'est pas français du coup, qui est dans le top 5 cette semaine et qui continue du coup c'est plutôt une bonne lancée, donc on est content pour le film qui est plutôt pas mal. En 3e, on a Dali. Dont on a parlé dans le podcast, dans notre format critique. Allez l'écouter, ça fait 2 fois qu'on le dit, mais bon. Il a fait... parce que là, sur le site qu'on regarde, il a fait 173 millions, mais le distributeur a annoncé 200 millions d'entrées. Donc il a fait 200 millions d'entrées quoi, pour sa première semaine. Donc c'est bien. C'est très bien, je crois que c'est le meilleur démarrage pour un Dupieux, il me semble. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est un des meilleurs démarrages de Dupieux en France en tout cas. Et ouais, c'est que voilà, Dupieux, je pense qu'il est vraiment installé. Bon, après il y a un gros casting et tout, mais voilà, il est vraiment installé comme un réalisateur comédie qui a quand même un petit public quoi, qui vient le voir. Ouais, il a des fidèles maintenant. Ensuite, en numéro 2, on retrouve Le Dernier Jaguar. Qui est un film du coup français qui est sorti et qui est, je crois c'est une aventure avec dans la jungle ou je sais pas quoi. Enfin j'ai pas suivi. C'est un film un peu pour enfants de ce que j'ai compris. C'est un film familial je crois aussi, ouais, qui a fait 181 000 entrées, ce qui me semble pas mal. Après j'ai pas du tout vu quelle est l'ambition du film à ce niveau-là. Donc. Ouais, je sais pas non plus. Et donc en premier, on a Cocorico, donc ça c'est le carton de la semaine. Donc le film, la comédie Christian Clavier et Didier Bourdon, qui a fait 488 000 entrées. Voilà, 19% de part de marché, donc oui, c'est pas mal quoi. Celui-là il a bien marché là. Bah ouais, Cocorico, donc la nouvelle comédie Christian Clavier qui démarre très très fort, qui a quasiment 500 000 entrées. Pour le coup, donc ouais, c'est. Bah après ça étonne personne. Je veux dire, c'est un film de Christian Clavier, une comédie française qui marche bien. Bon, moi c'est pas ce que j'aime, mais voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas non plus, je t'avoue. Et voilà pour cette semaine. Voilà, on a fini. Ouais. On a fini notre chronique et voilà, et on espère que cet épisode riche en actualité vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à nous mettre les 5 étoiles, à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à vous abonner selon votre plateforme de streaming et on espère vous retrouver mardi prochain pour notre critique tant attendue de Madame Web. Voilà. Prenez soin de vous. Salut. À bientôt, salut.